Donc, nouveau document dans Illustrator. Je vous montre, hein, vous ferez après. Nouveau document dans Illustrator, voilà. Tiens, je vais le transformer en un document plus large. Voilà. OK, donc je vais mettre du texte. Voilà. L'agrandir. Donc la hauteur du document, la hauteur du plan de travail ici, c'est 27 centimètres. Donc on est dans un document, en tout cas pour la hauteur, un document de hauteur normale, on va dire, hein. J'ai démarré d'un format lettre. Et ça, c'est important parce qu'en fait, là, je vais aller chercher les effets spéciaux. Donc, fenêtre style graphique. Et c'est là que vous vous dites, on a déjà fait ça, mais on va aller un peu plus loin. Menu fenêtre style graphique, bien sûr, il y en a énormément qui sont sur le web, mais là, pour aller vite, je vais aller chercher ceux de Illustrator. Voilà. Et donc, je teste l'application sur la ligne de base, l'application d'un style graphique ou un autre, peu importe. Bon, voilà, celui-là au hasard. Un qui a quand même pas mal de contours et d'effets. C'est vrai que si j'en avais eu un avec un, comment dire, un motif, ça aurait été encore mieux. Vous voyez ça, dans les styles graphiques de Illustrator, c'est dans la palette boutons et transformations, mais ça date d'une époque où les boutons web, on les faisait grands comme ça, avec un aspect réel. Ça porte un nom, hein, cette manière de faire euh, des boutons qui ont un aspect réel. Un aspect de la réalité avec un relief, des ombres, une texture même, ce qui n'est pas le cas ici, mais bon, voilà. OK, donc finalement, je vais prendre celui-là, voilà. Et donc la question, c'est comment arriver à faire les variantes de... Vous vous souvenez, on avait vu qu'un style graphique appliqué sur un élément dans Illustrator, ben oui, ça donne un résultat qui est parfois décevant. Si vous allez chercher le style graphique sur le web, ça donne pas la même chose parce que vous avez en fait appliqué le style sur un élément dans Illustrator qui n'a pas la même taille que ce pourquoi le style a été prévu. Et donc, on avait vu cette possibilité de tester à différentes tailles. Voilà. Je vais peut-être même agrandir encore parce que le plan de travail n'est pas assez long. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, évidemment, vous le savez ce que c'est les variantes qui sont créées. Euh, donc, le style graphique, mais appliqué sur différents, le même objet à différentes dimensions. Voilà. OK. À un certain moment, d'ailleurs, ça se superpose. C'est un peu ennuyeux, mais je vais les séparer comme ça. Voilà. Voilà. Et donc là, si vous vous souvenez de ce qu'on avait vu, il faut décider quel est le meilleur look. Voilà. Sur quel objet, quelle taille d'objet le style graphique donne le mieux. Je l'ai aussi dans l'autre sens ici, mais il ne se superpose pas du coup. Mais c'est toujours le même style graphique avec les mêmes largeurs de contours, etc. Ah tiens, celui-là, il est pas mal finalement. Ok. Donc voilà. Donc la question c'est, une fois que vous avez fait votre texte sur le centre là du plan de travail, avec un style graphique qui est sur le texte, comment vous faites rapidement, en moins d'une minute, toutes ces variantes? Il y a de l'automatisation, bien sûr. Donc c'est le challenge. Comment ce qu'on a fait manuellement l'autre fois en dupliquant chaque fois, en déplaçant avec la flèche noire la touche Alt et puis en utilisant l'outil de transformation manuelle, comment est-ce que ce genre de choses ici pourrait être fait de manière plus automatisée pour générer rapidement des variantes? Et puis je vous rappelle que l'idée après, c'est de rendre utilisable à une taille normale l'objet
qui donne le mieux. Par exemple, si c'est le plus grand ici, si je vais dans Fenêtre, Transformation, on m'indique ici la taille de l'objet en largeur 514 millimètres, voilà. 51 centimètres, évidemment, si moi je veux l'utiliser en plus petit sur une page format lettre, il y a une opération à faire. Mais ça, c'est la suite, c'est pas ce que je vous demande maintenant. Ce que je vous demande, c'est juste l'automatisation de cette génération. Bah, c'est semi-automatisé en fait, hein. Donc ici, je crée un nouveau plan de travail et j'ai juste déplacé des versions. Donc on a bien le même effet graphique avec les mêmes largeurs, valeurs d'épaisseur, etc. appliquées sur deux objets complètement différents. Et donc c'est le but, c'est de choisir. Donc voilà, je vais vite fait enregistrer ça. Voilà. OK, donc ceci, euh, on n'en a pas besoin, je vais l'enlever. Celui d'origine, il est où en fait? Ça doit être celui-là d'origine, donc je vais enlever ceci et ceux-là. OK. Donc, première chose à faire, vous avez trouvé une solution avec le dégradé de forme. La plupart, enfin quelques-uns et une parmi vous, n'est-ce pas? Le dégradé de forme. Est-ce qu'il y en a qui ont utilisé la transformation répartie? Ah, ben voilà. Donc, première chose, dans les préférences d'Illustrator, préférence générale, bien sûr, il faut que mettre à l'échelle les contours et les effets ici soient décochés. Sinon, ça va me dupliquer l'objet en plus grand, mais en adaptant les effets, donc ce sera la même chose, mais en plus grand. C'est pas ce qu'on recherche. Donc, je sélectionne la ligne de base ici du texte. Je vais dans Objet transformation, transformation répartie. Et voilà. Donc là, je vais dire, d'abord, attendez, annuler. Il faut d'abord, avant de faire ça, ça peut être intéressant de se demander, tiens, quelle est la dimension de l'objet, menu fenêtre, transformation, et d'aller voir quelle est la dimension de l'objet. Vous avez une autre méthode pour voir la dimension de l'objet? Donc 172 millimètres de large. Les propriétés, oui, les propriétés reprennent ce qui vient de la palette de transformation et d'ailleurs, oui, oui. Ok, donc objet, transformation, transformation répartie. Donc le déplacement ici, j'ai le curseur déplacement qui est calé à 35, mais je peux écrire des déplacements différents ici. Je vais par exemple écrire 200, touche tabulation, mais j'appuie pas encore sur OK. Voilà. Ça, c'est le déplacement. Et alors, au niveau de l'agrandissement, la mise à échelle avec la chaîne ici, je vais par exemple dire que je vais faire par pas de 20%. C'est un choix. Donc 120% en horizontal, 120% en vertical. Puis je clique sur le bouton copier. Puis je ferai exactement en commande D autant de fois qu'on veut. Voilà. Bon, pour la version plus petite, ça va être la même chose, sauf que c'est l'inverse. Je sélectionne ça, objet transformation, transformation répartie. Donc ici, je vais indiquer 80, par exemple. C'est un choix arbitraire. Au niveau du déplacement, dans ce cas-ci, je vais faire un déplacement horizontal de, ben oui, moins 150, ce sera pas mal. Voilà. OK, moins 150. Je clique sur copier et puis, ah, il y en a un petit qui était resté là. Euh, non, c'est moi qui ai foiré. Je recommence. J'ai certainement mis quelque chose qu'il fallait pas. 150, 80, 80. Donc copier, voilà, puis commande D. Oui, c'est ça. Commande D autant de fois qu'il faut. Et voilà. Et on a énormément de variantes qui ont été créées. Les plus petites sont d'ailleurs assez zarbi. Voilà, énormément de variantes qui ont été créées. Vite fait. Oui, j'aurais pu faire en sorte qu'elles ne se superposent pas si j'avais fait un déplacement sur l'horizontale et la verticale en même temps. Et ils auraient été en diagonale. C'est pas plus mal. Voilà, ouais, ça c'est la solution. Voilà. La solution qui me paraît la plus facile et la meilleure. Bon, éventuellement tester ça quand même, hein.
Donc ça, c'est un document. Le look n'a pas d'importance parce que c'est un document pour faire des tests techniques, pour apprendre comment les choses fonctionnent. On n'en est pas encore au stade du design ici. Donc, si on regarde le document, on a page 3, chapitre 1, avec le titre du chapitre. D'accord. Page 4 et 5, ça ressemble à ça. Voilà. 6 et 7, comme ça. Voilà, voilà. OK. Donc, ce qu'il faut obtenir, c'est arriver, et ça prend en fait quelques secondes quand on connaît le système, hein, arriver à faire en sorte que le titre du chapitre, qui se situe donc systématiquement après le nom du chapitre, le titre du chapitre se reporte en en-tête de page, en fait. Donc en bandeau supérieur, ce qu'on appelle un titre courant, donc un running header en anglais. Et je vous montre à quoi ça doit ressembler. Donc voilà, c'est le même document où l'opération a été faite et automatiquement, mais il n'y a pas encore de formatage, mais automatiquement, on voit que sur le dessus de la page de droite, ici, c'est un choix, ça aurait pu être sur la page de gauche, sur le dessus de la page de droite, on a le nom du chapitre qui est automatiquement reporté. Et ça utilise une fonctionnalité intéressante dans InDesign. Donc, il ne s'agit pas de... Parce que tout le monde se dit, ben oui, dans le gabarit, je vais aller mettre, copier-coller le titre. Non, parce qu'en fait, c'est automatique. Par exemple, ici, où est-il? Là, voilà, il est là. Si je modifie le titre, voilà, je modifie le titre, eh bien, automatiquement, ça s'est modifié dans le dessus de page. Donc, on est là dans la question de l'automatisation des mises en page, éviter de perdre son temps quand il y a des modifications à faire. Voilà. Et alors, je vais aller me mettre ici plus loin. Chapitre 2, ah ben oui, on a la même chose. Les canaux vénitiens, chapitre 2. Vous l'avez pas dans votre document, peut-être, le chapitre 2. Donc, je vais donc ici revenir sur le document que vous avez, en fait, que vous avez téléchargé. Voilà. Donc, le document que vous avez téléchargé. Ah si, il y a un chapitre 2 ici, oui. Donc, je me mets... Donc, il n'y a rien, en fait. Hein. C'est un paragraphe vide. Ça, vous connaissez, le fait que le nom du chapitre et le numéro du chapitre viennent par la numérotation. Ça, c'est encore une autre histoire. Ici, si j'enfonce la touche entrée, il n'est pas réglé comme il faut, il me fait un chapitre 3, c'est pas grave. Je vais dire par les styles de paragraphe que on est en... Alors, il n'est pas encore fait à ce moment-là, en fait. Donc, il faut faire le boulot. Attendez un peu que je vais voir. Il y a un truc Zarbi, là, il faut que j'aille voir qu'est-ce que ça utilise comme... Ah, il est toujours en paragraphe standard. OK. Donc, il va falloir que vous fassiez le style, en fait. Hein, en cliquant dans le nom, là, ici, le nom, vous cliquez et vous allez faire le style, nouveau style de paragraphe. Donc, titre du chapitre, voilà. OK. Donc, du coup, titre du chapitre, et il l'utilise maintenant, voilà. Donc, vous voyez que ça fonctionne même quand... oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il faut absolument un style de paragraphe. J'allais vous dire une bêtise. Il faut absolument un style de paragraphe. Donc, j'avais fait un... Voilà, ici. Je vais appliquer le style titre du chapitre. Voilà. Je vais taper le nom du style du chapitre.
n'importe quoi. Voilà. Et donc, normalement, il faudrait que pour les pages suivantes, on ait le header qui arrive là, le running title. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous laisse chercher comment ça se fait. Vous êtes autorisé à aller voir sur le web. Donc, la solution, déjà, il y en a qui ont trouvé qu'il fallait jouer avec les variables, mais vous n'avez jamais testé les variables. Donc, les variables, c'est assez vaste. Ça sert à faire ce qu'on a montré ici, faire en sorte quand on modifie un paragraphe, ben, ça se répercute sur d'autres endroits où le paragraphe apparaît, mais de manière différente, avec un look différent. Mais ça sert aussi quand on fait du data merge, de la fusion de données. Quand vous reliez un document InDesign à un fichier Excel, pour faire notamment automatiquement des centaines de cartes de visite ou des choses du genre, c'est par des variables. Hein, mais ça, c'est pousser le bouchon un peu plus loin, en fait, hein, que simplement utiliser une variable à l'intérieur du document. Donc, vous êtes sur la page 3. Vous êtes dans le titre La grande histoire des rois de France, sans parti pris. C'est juste n'importe quoi comme texte. Il n'y a rien de politique là-dedans. Donc, au niveau des styles de paragraphes, quand vous avez le curseur là-dedans, vous voyez que ça correspond à aucun style. C'est le paragraphe standard modifié. Donc, ce sont en fait des... ah oui, c'est pas encore des petites capitales. Sélectionnez tout et appliquez les petites capitales. Voilà. Voilà, ce sera mieux quand même. Nice. Donc, ce sont les petites capitales telles qu'elles sont définies là dans la police c'est indiqué là, Mignon Pro. Voilà. Dans la police Mignon Pro régular. Pro veut dire qu'il y a énormément de caractères dans cette police, hein, pour tous les cas de figure, toutes les langues, et les petites capitales aussi. C'est ça que veut dire le mot pro dans la police. Et donc, c'est les petites capitales de la police qui ont été utilisées ici. Dans les préférences de InDesign, vous avez un endroit dans texte avancé, petite capitale ici, c'est pour faire des fausses petites capitales sur des polices qui n'ont pas ça qui est prévu. Donc des polices qui ne sont pas pro. Donc ici, la valeur qui est indiquée là, qui normalement est de 70%, je l'avais changé à 25 précédemment. Dans InDesign, c'est normalement 70%. Ici, dans texte avancé, petite capitale, c'est pour les polices qui n'ont pas les petites capitales inscrites en elles. Bon, quoi qu'il en soit, on va faire un style de paragraphe au départ de ce texte, nouveau style de paragraphe, et je vais donc l'appeler titre des chapitres. Voilà. Titre des chapitres, peut-être au pluriel. Voilà, c'est les titres des chapitres. D'après aucun style, style suivant, même style. Donc tout ça est correct. OK. Il utilise le style déjà, parce que l'option appliquer le style à la sélection était cochée. Donc vous pouvez cliquer à côté de tout, on ne travaille plus là-dessus. Je vais quand même enregistrer le document ici. Bon, j'ai juste ajouté un petit B à la fin. Voilà. Donc, vous avez cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné. Vous allez dans le menu texte, texte, variable de texte, définir. Ensuite, vous allez demander dans cette boîte variable de texte de créer une nouvelle variable. Donc, nouvelle. La variable de type
de type en-tête continue, entre parenthèses, style de paragraphe. Et je vais l'appeler variable titre des chapitres. Voilà. En-tête continue, style de paragraphe. Et il faut indiquer quel est le style qu'on utilise. Ben, c'est le style qu'on vient de faire précédemment, titre des chapitres. Donc l'idée, c'est que si je mets cette variable quelque part dans le document, elle va reprendre le texte qui est où? Mais le premier sur la page. Voilà. Ça, c'est ce qui permet de faire en sorte qu'on peut avoir plusieurs chapitres dans le même document et le texte va changer. Voilà, là, apparemment, c'est tout ce qu'il faut faire. Vous cliquez sur OK, sur Terminer. Donc, les variables, ben, ça fait partie des techniques avancées dans InDesign qui permettent d'automatiser la création de documents, donc pour pas perdre son temps. Et voilà, donc c'est intéressant de maîtriser ça si vous voulez vous spécialiser un peu dans InDesign et la mise en page quelque part, hein, de longs documents. OK. Ah oui, tiens, j'ai juste un léger problème ici. Ça, c'est marrant. Ah oui, OK. Il est passé à la page d'après. Pourquoi? Bonne question. J'ai juste redimensionné le bloc dans le document que vous avez. J'ai redimensionné le bloc et le bloc, il a petite marge en bas apparemment. Ouais, c'est bizarre ça. Il avait une marge de pied. Ouais. Donc ça, il faudra que je vois pourquoi il passe. Ah oui, c'est parce qu'il faut un paragraphe vide avant. Oui, peu importe. Ça, on va régler ça après. C'est le fait que chez moi, maintenant que j'ai touché un peu au bloc, ça commence à la page 5, le chapitre là. Le chapitre 1, il est en page 5. Bon, ben, donc la variable est faite. Donc là, on va aller dans la palette page, double-cliquer sur le gabarit A. Donc le gabarit B ici ne sert pas, c'est parce qu'à ce moment, on avait fait des sections dans le document, on avait défini, tiens, à partir de la page 1 telle, c'est la section 2, à partir de la page 1 telle, c'est la section 3. C'est une autre manière de faire les indications de chapitres dans le document, mais entre-temps, elles ont été supprimées, les sections, donc gabarit B ne vous servira pas. L'enfant du A, mais sans l'indication de section. Donc, on est dans le A. Donc, vous allez créer un bloc texte avec l'outil texte. Vous créez un bloc texte sur le dessus de la marge de la page de droite. Voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe si on tape quelque chose dans le bloc, si on met le curseur et qu'on clique? Déjà, on ne voit pas le curseur qui clignote. Pourquoi? En fait, on a récupéré des styles de paragraphes et de caractères qui ont été utilisés précédemment et qui empêchent de bien faire les choses ici. Donc, premièrement, il faut quand même que je dise que le bloc, je le fais systématiquement coller à la marge parce que après, si on veut modifier le format de page et modifier la présentation du document, ça marche mieux si les blocs collent aux marges. C'est utilisé. Vous voyez, avec le système fichier, ajuster la mise en page. Et ça, c'est pour plus tard éventuellement. Donc, déjà, on va régler le problème du fait que quand on prend le curseur texte et on clique dans le bloc, on ne voit rien. Ça vient des styles, donc on va aller chercher les styles de caractères et les styles de paragraphes. Et pour ce bloc qui est sélectionné là avec la flèche noire, on va indiquer paragraphe standard et style de caractère 100. Voilà. Et là, maintenant, avec le curseur, quand je mets le curseur, je vois que ça clignote parfait. Voilà. Donc ça, c'est habituel. Quand on fait un bloc texte, on récupère des styles de caractères de paragraphe faits avant et on ne comprend rien. Donc, c'est assez simple. Là, avec le curseur qui clignote, vous devez faire un clic droit, insérer une variable et demander d'insérer la variable que vous avez créée précédemment, variable titre des chapitres. Voilà.
Et normalement, quand je vais donc là sur la page où il y a le chapitre indiqué, voilà, on a la variable qui est là au-dessus. Sur les pages de droite suivantes, la 7 également, la 9 aussi, etc. Bien sûr, au niveau de l'aspect, ça mériterait qu'on applique un style de paragraphe sur cette variable dans le gabarit A, mais techniquement, ça fonctionne. Voilà. Donc, en effet, vous aviez... on l'avait mis ou il était déjà là, en dernière page, chapitre 2? Il était déjà mis, voilà. Donc, en effet, ça ne change pas. Et si j'ajoute des pages à la fin du document, allez-y, menu de la palette des pages, insérer des pages, par exemple, insérer les pages à la fin du document sur base du gabarit A. Je vais insérer, par exemple, 10 pages, voilà, 10 pages à la fin du document, basé sur le gabarit A. Voilà, les 10 pages sont arrivées. Et en effet, si on va voir sur ces pages-là, c'est toujours le nom du chapitre 1 qui est indiqué, parce qu'en fait, on n'a pas, la variable n'est pas remise à zéro. Ce qui la remet à zéro, la variable, c'est le fait qu'à un certain moment, le titre, un nouveau titre apparaisse qui utilise le style de paragraphe des titres de chapitre. C'est ça qui remet la variable à zéro. Donc si là, je clique à côté, vous n'êtes pas obligé de le faire, là, je vous remontre menu texte, variable de texte, définir, voilà, et c'était celle-ci, je vais aller la modifier juste pour vous montrer. Mais en fait, je la modifie pas, c'est juste pour voir. Il est bien indiqué premier sur la page, utilisation premier sur la page. Donc, dès qu'il y aura un nouveau titre qui apparaîtra, normalement, au-dessus des pages, derrière le chapitre 2, là, ça devrait être mis à jour. Ben, on va y aller, allez-y. Allez sur la page où il est indiqué chapitre 2. Wait. Bien. Alors, il y a quelque chose qui va être fait ici. D'abord, ce sera plus clair, ce sera plus simple. Cliquez à côté de la page, rien n'est sélectionné. Vous allez dans les styles de paragraphe et on va aller double-cliquer sur, à droite là du nom, titre des chapitres. Non, pas titre, excusez-moi, indication des chapitres, parce que c'est ça c'est indication des chapitres. Indication des chapitres, voilà. Et on va juste faire une modification ici, on va indiquer que le style suivant, c'est systématiquement titre des chapitres. Style suivant. Donc, c'est pas d'après, attention. D'après, ça reste aucun style. Ici, on est bien dans style suivant. Est-ce que quelqu'un connaît ce système style suivant? Tout. Vous connaissez? Bah, c'est parce que c'est une continuité du premier truc. Oui. On fera des tests après parce que vous allez voir, c'est hyper intéressant. C'est une autre manière de formater en masse des documents qu'on vous fournit bruts. C'est fort utilisé, notamment dans les agendas de théâtre, dans les listes de prix de produits, etc. Le système style suivant. Ok, donc ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que si je prends le curseur texte et que je mets sur le paragraphe qui utilise indication de chapitre, celui qu'on vient de modifier là, et que j'appuie sur la touche retour chariot, je suis d'office avec le style suivant qui était indiqué, titre d'un chapitre, et je peux taper le titre du chapitre. Vous tapez ce que vous voulez, évidemment. Voilà. Et la variable au-dessus devrait déjà être mise à jour. Voilà. Et sur les pages suivantes aussi. Et donc, si je vais dans le un des titres de chapitre, par exemple ici, chapitre 1, vous pouvez tester aussi qu'est-ce qui se passe si on tape, si on modifie. Ça se modifie en temps réel sur la variable. Bon, mais quand c'est fait, vous enregistrez ça. Bon, maintenant, est-ce que c'est pas un peu zarbi que sur la première page ici, l'accueil du chapitre, on ait le titre qui soit repris là?
Bon, donc comment faire pour qu'il n'y soit pas? Bien sûr, on pourrait faire commande majuscule clic pour déverrouiller par rapport au gabarit et touche suppression. Mais ça va pas parce que si on modifie le texte, cette page qui contient le titre du chapitre, elle va bouger. Enfin, je veux dire, le titre du chapitre va bouger de page. Donc ça, ce sera uniquement pour cette page-là que j'ai supprimé le bandeau. Donc c'est pas une bonne solution. Édition, annuler, supprimer. Édition, annuler, remplacer les éléments du gabarit. Donc c'est à nouveau, ça vient du gabarit et ce n'est pas déverrouillé. Donc il faudrait trouver une solution pour que systématiquement les là où se trouve le nom le numéro du chapitre là et son nom en dessous, évidemment son titre, eh bien ce bandeau, ce running header, ce titre courant n'apparaissent pas. Un rectangle blanc par-dessus, enfin surtout pas blanc parce qu'en fait il y a un arrière-plan gris ici. Si on va dans la palette des calques pour que les images aient plus de pêche, il y a un arrière-plan gris en fait, hein. Voilà, qui a été mis, qui utilise une couleur du nuancier qui est celle-ci en fait. 6 de cyan, 4 de magenta, 4 de jaune, 4 de noir. Je le sais, hein, si j'ai oublié, il suffirait que je déverrouille de calque arrière-plan et que j'aille sélectionner le rectangle et ça m'indiquerait la couleur utilisée. C'est que pendant la création, quand ça imprime envoyer la Ça, ça s'imprime. C'est une astuce utilisée pour que les images, le blanc des images ait l'air plus lumineux. Oui, d'ailleurs, on peut le voir, hein. Petite parenthèse ici, voilà. Voilà, je suis passé en aperçu. On a quelque chose qui est un peu blanc ici quand même dans la photo. Et donc, le fait de mettre un arrière-plan gris salit le papier, sauf à l'endroit des photos, ce qui fait que le blanc des photos a l'air plus lumineux. Donc c'est très intéressant. D'ailleurs, si vous enlevez l'œil en face d'arrière-plan, vous voyez que l'effet n'y est plus, hein. On a moins cet effet péchu de la photo, hein. C'est juste une perception. Mais ça, fin de la parenthèse, c'est... Alors, la solution, je vais vous la donner. Je vais vous la donner parce que c'est un hack de InDesign. Déjà, il y a un premier hack qui est là. Vous voyez ce que c'est les hacks, hein, les détournements. Donc, pour arriver à faire en sorte que le titre du chapitre, non pas le titre du chapitre, le numéro du chapitre, chapitre 1 ici, soit éloigné du dessus du bloc, ce qui normalement n'est pas possible parce qu'on peut éloigner un paragraphe par rapport au paragraphe précédent, mais par rapport au-dessus du bloc, c'est difficile. Alors vous allez dire, il suffit de faire une marge supérieure dans le bloc, mais sauf que je vous rappelle que ce titre et ce numéro de chapitre sont susceptibles de se balader d'une page à l'autre, donc on ne peut pas aller modifier le bloc. Ce serait trop de boulot. Donc le hack qui a été utilisé ici, je vous le montre, c'est dans les styles de paragraphe. Cliquez à côté de tout pour que rien ne soit sélectionné et vous allez pouvoir aussi double-cliquer sur indication de chapitre. Ici, dans filet de paragraphe, il y a un filet du dessus d'une épaisseur d'1 point, mais qui n'a pas de couleur, donc on ne le voit pas dans le document. On a ceci qui est coché, conservé dans le bloc, qui empêche que le filet sorte du bloc. Et à partir de là, si on joue sur le décalage, on a la possibilité de régler la distance du texte par rapport au-dessus du bloc. On se sert d'un filet invisible. C'est un hack. Donc je pourrais même avec la touche Shift mettre plus, hein, voilà. Je vais de 10 en 10 ici pour le décalage du filet supérieur. Et donc, pour masquer ceci, on va utiliser un autre hack qui utilise aussi les filets. Donc, le filet du dessus, il est déjà utilisé pour éloigner le texte du dessus du bloc. Donc, on va aller enclencher le filet du dessous. Voilà. Lui, il faut absolument qu'il soit pas conservé dans le bloc. Bon, il apparaît là, filet du dessous. Voilà.
Je vais lui donner une couleur dans un premier temps jaune, par exemple, pour qu'on voit bien où il est, mais le différencier du texte. Voilà. L'épaisseur, je vais augmenter son épaisseur. Voilà. Et le décalage, je vais le décaler en négatif pour le faire remonter. Donc c'est un filet inférieur, mais je le fais remonter. Voilà, voilà. Et à un certain moment, il masque le bandeau de dessus. Il suffit que je lui donne la couleur du papier ou la couleur, dans ce cas-ci, du calque d'arrière-plan gris. Et systématiquement, là où se trouvera ce numérotation de chapitre et son titre, le bandeau supérieur sera masqué. C'est du bricolage, c'est du hack, mais ça marche. Donc, pour le chapitre suivant, c'est déjà fait aussi, logiquement. Oui, chapitre 2, là, le bandeau n'apparaît pas. Grâce à ce système. Voilà. OK, vous pouvez enregistrer le document. Merci. Donc, quelque chose qui peut faire gagner beaucoup de temps aussi pour automatiser la mise en page, c'est le système style suivant. On l'a utilisé dans l'exercice d'avant un tout petit peu, mais là, il est poussé plus loin. Donc, palette de page. On va sur la première page. Et puis que ça peut. Donc, le but est de faire de manière automatique du formatage de listes en recherchant des patterns, des motifs de paragraphes, des motifs. Donc, ici, on a un motif, clairement. On a le nom du fruit ou du légume, puis le prix, puis l'origine. Nom, prix, origine, nom, prix, origine. Donc ça, c'est ce qu'il faut quand on veut utiliser bien le système style suivant qu'on va utiliser ici. Donc vous pouvez passer à la page 2, prendre l'outil texte et positionner là sur le dièse qui symbolise donc une ligne. Est-ce que tout le monde voit les balises? OK. Et là, vous allez dans la palette des styles de paragraphes. Et vous allez appliquer à cette ligne sur laquelle vous êtes en train de travailler là, le premier style de paragraphe que j'ai appelé ici premier entre parenthèses produit. Voilà. Et vous allez taper le produit, donc n'importe quoi, ça peut être autre chose que des légumes. Puis touche entrée sur le clavier. Vous tapez le prix. Comme vous le voyez dans la palette style de paragraphe, ça passe d'office au deuxième style. Puis touche entrée et j'indique l'origine. Je vais indiquer si c'est oui, origine. Voilà. Puis touche entrée et ça passe du troisième style au premier à nouveau et je peux taper là ce que je veux. Etc. Donc ça déjà, pendant qu'on tape, ça permet d'automatiser les choses. Donc ça, c'est pas mal. Et là, OK, on passe en page 3. Là, en page 3, j'ai une liste brute donc qui peut m'être fournie par le secrétariat qui est capable tout à fait de taper ce genre de choses, ou ça peut être issu aussi d'un fichier Excel éventuellement. Mais voilà. Donc,
vous allez sélectionner tout. Et puis, donc personne ne connaît l'astuce. Donc là aussi, on a un pattern. Le nom du fruit, le prix, l'origine, nom du fruit, prix, origine, etc. Et ça pourrait faire plusieurs pages de longueur, hein. On pourrait y en avoir 300 ou 3000, peu importe. Mais il faut pas qu'à un certain moment, le pattern soit cassé, qu'il y ait un paragraphe qui apparaît et qui n'a rien à voir avec ce pattern-là. Donc, vous avez tout sélectionné et vous allez dans la palette style de paragraphe et vous demandez clic droit, appliquer premier produit, puis style suivant. Donc là, on est en train de voir le cas où vous avez. Voilà, c'est fait. Vous fournit. D'accord. Donc, il fallait tout sélectionner et à droite du mot du style du premier paragraphe, le premier. Ouais. Donc, en faisant ça, hein, et là, je vais retourner en arrière, voilà. Donc, on sélectionne tout. Et évidemment, si c'était des blockchainés d'une page à l'autre, ça pourrait être des centaines de produits sur plusieurs pages. Clic droit, appliquer premier produit, puis style suivant. Voilà. Ouais, j'ai. OK. Et alors, l'astuce, c'est que quand les styles graphiques ont été conçus, il y a une boucle. Donc là, j'ai cliqué à côté de tout et je vais aller double-cliquer sur le premier style graphique. Là, voilà, premier produit. Donc le style suivant, c'est le deuxième. Le prix, OK. Si je double-clique à droite maintenant du prix, je vois que le style suivant, c'est le troisième, l'origine. Et si je double-clique à droite là du troisième, l'astuce, c'est que le style suivant, ça redevient le premier, donc ça fait une boucle. C'est pour ça que ça marche quand on l'applique sur plein de choses. Il faut absolument faire cette boucle. Le troisième doit revenir au premier. Bon, ben on va aller maintenant à la page 4. Alors, vous enregistrez de temps en temps le fichier en changeant le numéro à la fin. Bon, ben ici, on a un pattern un peu différent, si vous voyez. On a le nom du fruit, puis une description du fruit sur un paragraphe, puis le prix, puis l'origine. Nom du fruit, description, prix, origine, etc. C'est toujours comme ça. Donc, par rapport à l'autre, si on veut appliquer le système, il va falloir rajouter un style de paragraphe pour la description. Et régler ça pour que ça fonctionne quand vous l'appliquerez sur la page 5, en fait. Voilà. Vous pouvez mettre au point sur la page 4 les styles et tester l'application comme on a fait automatique sur la page 5, c'est le même pattern. Donc, on est sur la page 4. Donc, je vous laisse faire ça. Allez-y, c'est un petit challenge. Créer un style de paragraphe pour la description. Bon, ça, je peux commencer. Hein. Nouveau style de paragraphe, voilà. Au niveau de la description, donc, le corps, l'interligne, le retrait à droite, voilà. L'espace après. Voilà. Et quoi d'autre? La police, etc. Voilà, ok. Amusant. Donc, c'est une police pourrie, une police script, mais pour certaines communications, ça se justifie, voilà. Si on veut donner un côté sympa et artisanal, ça peut être bien.
Donc, voilà. Chez moi, le style est fait, que je vais renommer description. Et je vais même le placer entre les deux ici. Voilà. Mais ça n'a pas d'importance l'ordre, mais c'est plus facile à comprendre. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à ajouter quelque chose pour faire en sorte que quand je l'applique sur la page 5 de manière automatique, ça fonctionne. Ok, donc l'idée, c'est que le premier produit, donc là, j'ai cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné, et je vais double-cliquer sur premier, et je dis que le style suivant, ça va être donc la description du produit. Ok. Description du produit, le style suivant, ça va être le prix. Voilà. Et prix, le style suivant, ça va être le troisième. Là, ça ne change pas. C'est bien réglé. L'insertion est faite. Et le troisième, le style suivant, c'est bien sûr le produit, le nom du produit. En fait, oui, voilà. Donc, normalement, ça doit marcher, là. On est d'accord. Si je vais sur la page d'après, que je sélectionne ça, mais apparemment, il y aurait donc une erreur. Oui, il y a une erreur qui fait que ça ne va pas marcher. Donc, je sélectionne tout, clic droit ici, et donc appliquer premier, puis style suivant. Voilà. Donc là, ça a marché. Et c'est là que il n'y a pas le prix, donc ça foire à partir de... Oui, c'est ça. L'origine prend le style qui aurait dû aller sur le prix. L'entrée suivante, qui n'a rien à voir avec les poires, les raisins, le raisin prend le style qui aurait dû aller sur le France. Donc ça foire. Donc dans ce cas-là, ben, je vais insérer vite fait le prix, voire même un paragraphe vite, peut-être que ça marche, hein, si le prix n'est pas indiqué et que c'était à la tête du client, les poires, parce que les clients sont une bonne poire. Donc je fais ici tout sélectionner. Oui, les blocs sont pas chaînés d'une page à l'autre, hein, donc c'est quand même plus facile. Clic droit, appliquer premier, et là ça marche. Ça marche ou pas? Ouais, ça marche. Ouais, ça marche. Ça crée un vide ici, mais techniquement, ça marche. Donc quand même assez génial ce système. C'était bien en plus, c'est que toute fois que ça aligne, France pas le Oui, c'est des styles de paragraphes, donc un saut de ligne forcé, majuscule, retour, n'influence pas du tout, non. Bon, quand vous avez réussi à faire ça, enregistrez le document. c'est Au niveau des fichiers que vous rendez, ce serait pas mal de les mettre dans des dossiers comme ceci, en fait. Donc, première chose qu'on a faite, l'agrandissement, vous mettez dans dossier 1 comme ça. Oui. Le report du titre dans le titre courant en haut de page, vous mettez dans le 2. Le système style suivant, voilà, vous mettez dans un dossier 3. Voilà. Comme ça, c'est pas la foire dans le dossier que vous rendez. Et donc, au niveau du nom, au niveau du nom, voilà ce qui doit apparaître dans votre dossier personnel, là où vous rendez M12 J07, comme ça, on sait que c'était le 12e mois, le 7e jour du 12e mois. Voilà. Et si vous voulez ajouter aussi le nom du cours et le numéro du cours, c'est bien, mais c'est surtout cette information-ci, M12. Et même chose pour tous les autres dossiers par rapport à tout ce qu'on fait. Le numéro du mois et le numéro du jour dans le mois. Comme ça, c'est pas mal pour s'y retrouver. Donc, les variables utilisées dans le cadre de fusion de données, donc c'est-à-dire
créer des variables dans Illustrator, InDesign ou Photoshop, les trois ont le système, et relier ça à un fichier Excel. Donc, en guise d'introduction, parce qu'on n'a pas énormément de temps là maintenant pour voir ça, je vous ai trouvé des vidéos sur YouTube en 2 minutes. J'ai cherché ça. Il y en a en français, il y en a en anglais. Et en général, il dure une dizaine de minutes. Donc, c'est intéressant. Comme on n'a pas le temps de le pratiquer ici, on a quand même peut-être le temps de regarder une vidéo. Des vidéos sur les variables dans Illustrator, moi je n'en ai pas encore fait. J'en ai fait pour InDesign, j'en ai fait pour Photoshop, mais pour Illustrator, j'en ai pas encore fait. C'est pour ça que dans YouTube, j'ai trouvé vite fait l'info. Donc voilà une première vidéo de 6 minutes en anglais. Donc c'est les données variables en utilisant Illustrator et dans ce cas-ci Google Sheets. Ce qui est intéressant parce que c'est pas nécessairement avec Excel. Mais de toute façon, on travaille par exportation des données, donc le tableur au départ n'a pas une importance énorme. Mais cette vidéo-ci est intéressante de ce point de vue-là, parce qu'il n'utilise pas nécessairement Excel. Alors, vidéo suivante, les variables dans Illustrator en anglais encore. Donc, 14 minutes. La première, c'était, j'avais dit, 6 minutes. Voilà. OK. Ici, les cartes de visite en quelques minutes avec les variables dynamiques dans Illustrator. Donc, dynamique veut dire modifiable. 5 minutes. Ici, on a Emmanuel Correa avec une de ses vidéos en français, 9 minutes. Comment faire de la fusion de données, du merge data. Il a inversé les mots, je pense que c'est data merge dans Illustrator. Donc, intéressant, et je me demande si c'est pas celle qu'on va regarder. La suivante, en anglais, de Microsoft Excel vers Illustrator, partie 2. Tiens, il faudrait que je retrouve la partie 1, elle est certainement en description. Donc, et comme il indique ici, ça travaille avec des données CSV, donc des Comma Separated Values, des données séparées par des virgules. Donc, c'est une exportation du tableur. C'est comme dans Photoshop, il travaille aussi avec des CSV. Vidéo de 6 minutes. Vidéo de 9 minutes ici. Données variables, texte et images dans Illustrator. Donc, il démarre dans Excel. Données de vidéo de 9 minutes. Encore en anglais. Mais finalement, il n'y en a pas beaucoup en français. Dès qu'on arrive vers des choses pointues, il n'y a pas énormément de gens qui mettent des vidéos sur YouTube en français sur le sujet. Hein. Voilà. Donc, les données variables, mais c'est pas certain que ce soit la fusion de données, mais à mon avis, quand même, ça dure 18 minutes et c'est certainement de la fusion de données. Vous voyez que c'est dans CS6, un truc qui date d'il y a 15 ans. Hein. Donc, c'est pas nouveau dans Illustrator. Hein. C'est quoi ce truc c'est certainement un truc rien à voir. En fait, où est-ce que je suis parti Il est passé une vidéo suivante, à mon avis, parce que j'ai trop attendu. Voilà. Donc, vraiment 57 minutes ici sur les variables dans Illustrator, ça doit aller assez loin en principe. On va en voir encore une autre. 7 minutes. OK, le data merge encore en anglais. Il y a quasiment qu'en anglais en fait. Donc 10 minutes. Ici, 15 minutes. Et la dernière ici que j'ai trouvée en regardant pendant 3-4 minutes dans YouTube en fait, hein, qui est 44 minutes ici. Donc, OK. Donc on va peut-être s'intéresser à celle de Emmanuel Correa, qui est en français en plus, tant qu'à faire, et puis il fait des vidéos toujours qui sont excellentes. Donc, la démarche d'aller voir sur YouTube pour trouver les infos, c'est bien. Ça prend du temps de regarder les vidéos. Ça peut prendre peut-être 20 minutes, 1 heure, 2 heures de votre temps pour maîtriser la technique en regardant plusieurs vidéos, mais il y a un retour sur investissement. Ça vaut la peine quand vous strugglez, comment est-ce qu'on dit en français, quand vous avez des problèmes avec un sujet, allez prendre l'information d'une manière ou d'une autre, ça vaut la peine, quoi. Voilà, donc
Je pense qu'en Europe, on n'a pas encore ce réflexe de l'auto-formation. Pourtant, c'est une des choses les plus importantes, je trouve, à développer dans l'enseignement, c'est que les gens sachent se débrouiller par eux-mêmes.